20 mars 2014, le 19h30, bonsoir et bienvenue à tous. 20 mars, une journée chargée, journée internationale de la francophonie, plus de 220 millions de locuteurs des valeurs en partage une langue. Le 20 mars également, journée internationale du bonheur et nous vous souhaitons plein de bonheur aussi avec la journée mondiale du conte célébrée ce 20 mars. Et voici pour vous quelques déclarations de conte. C'est avec David Ganda, il est comédien, conteur et artiste slameur. Il est avec moi sur ce plateau. Bonsoir David. Bonsoir Carlos. C'est depuis la nuit des temps que la mère terre a nourri de son lait de parole les paroliers, afin que ces derniers la propagent telle une fumée aux 5 coins du monde entier. Ainsi, à travers les âges et les paysages, les sages, barbes blanchies, cheveux chenus, passés à tour de devoir et dans un sens de partage, nous plonger dans de mystérieux paysages. Contes, fables, mythes, légendes, épopées, proverbes et devinettes, chansons et danses ont toujours été et demeurent un langage de communication entre les peuples. Ma grand-mère, main sur sa canne, a l'habitude de me répéter « Une parole écoutée vaut mieux que 100 bonbons becquetés ». David, on reviendra tout à l'heure. Merci pour ces mots. Que du bonheur avec nous sur ce plateau. On reviendra à vous en fin d'édition. Et pour continuer, le management au XXIe siècle, comment devenir un bon leader? Sujet au cœur du petit déjeuner organisé ce matin à l'intention des responsables de société à Lomé. L'initiative est du cabinet HSC qui entretient des chefs d'entreprise sur les stratégies de gestion de leurs équipes. De précision avec Justine Diazien. Les images sont signées Jean Balouké. Un leader, c'est celui-là qui est appelé à diriger et à définir ensemble avec ses collaborateurs des objectifs pour l'évolution de l'entreprise. Pour y arriver, il a besoin d'un certain nombre de qualités, comme par exemple l'esprit de travail d'équipe, de compréhension de l'autre et de motivation. Des valeurs indispensables pour un vrai manager selon HSC. Ce petit déjeuner de formation, une rencontre de partage et d'échange d'expériences organisée par HSC, a donc permis à ces décideurs et managers de discuter de la gestion et du management en entreprise pour améliorer les compétences et atteindre les résultats attendus. Voilà qui explique le choix du thème « Manager les hommes au XXIe siècle ». Beaucoup de managers comprennent aujourd'hui que pour pouvoir produire du résultat avec les hommes, il faut les comprendre dans leur entièreté. Et ce qui se passe, c'est que nous ne voulons qu'obtenir du résultat avec les hommes sans pour autant prendre en compte qu'il peut avoir des problèmes, il peut avoir des défis, il peut avoir un défi de confiance en soi. Donc, le défi du leader, de manager aujourd'hui, c'est comprendre son homme, son collaborateur, son employé dans son entièreté pour pouvoir l'amener à produire du résultat et influencer un certain nombre de leviers pour que celui-ci soit vraiment performant comme il le désire au sein de son entreprise. Il y a une partie de la présentation, on a dit comment manager les juniors. Parce qu'aujourd'hui, quand les juniors rentrent dans les entreprises, ils ne veulent pas prendre en compte les expériences des anciens qui sont là. Ils ont l'impression qu'ils connaissent tout et ils négligent les anciens. Donc, le défi pour les anciens, c'est comment est-ce qu'ils font pour manager les juniors qui rentrent dans les entreprises afin de les amener eux aussi à produire du résultat. Parce que qu'on ne le veut pas, les juniors aussi ont de la compétence, ont de la technicité qu'il faut prendre en compte pour pouvoir produire du résultat avec eux. Ces participants ont désormais compris qu'il leur faut être plus proche de leurs collaborateurs et partager avec eux leur réalité quotidienne. Seule condition de les amener à se sentir en confiance et en sécurité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On a retenu essentiellement que quand vous avez dans une entreprise un jeune qui ne vit pas la même réalité que vous, il faut se remettre en cause, vivre ces expériences, mais dans un monde qui est adapté à la réalité du jeune. Cette séance m'a permis de m'évaluer d'abord. Donc j'ai pris des résolutions pour améliorer ma façon de gérer, ma façon de travailler avec mon équipe pour la rendre plus performante. D'autres formations du genre sont prévues dans les jours à venir sur la croissance personnelle et les 5 niveaux du leadership, toujours dans le souci de rendre plus compétitives les entreprises.
Dans l'actualité de ce jeudi, l'ouverture du 6e Forum national de coopération universitaire du Togo ce matin à Lomé jusqu'à samedi. Apprenants, universités publiques et privées et opérateurs économiques vont se frotter histoire de discuter de l'adéquation emploi-formation, la coopération entre les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur. C'est le thème de la première conférence de cette journée à l'université de Lomé. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet. Lomé a changé de visage, de nouvelles routes, de nouvelles constructions. Certains pourraient même se perdre dans la capitale. La commune y a pensé et a actualisé la carte de la ville. Elle est tracée dans un plan guide avec la coopération de l'AFD. Le document a été remis hier au président de la délégation spéciale de Lomé, Justine Dehazian. Estimée à 186 000 habitants en 1970, la population de la ville de Lomé connaît de plus en plus une croissance vertigineuse. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2010, la population de la ville de Lomé est estimée à 839 566 habitants. Une explosion démographique dont l'une des conséquences directes est l'extension de la ville qui nécessite aujourd'hui une actualisation de son plan guide dont le dernier remonte en 1997. Celui de la commune de Lomé vient d'être actualisé et mis à la disposition de la municipalité. Sur l'initiative de l'Agence française de développement AFD, l'opération a consisté entre autres au référencement de plus de 100 000 bâtiments et au renommage de plus de 3 000 rues. Ces données ont été rafraîchies, mises à jour, recoupées. Un véritable travail de fourmi qui a été fait, un investissement en temps absolument considérable. Avec l'aide, je comprends, de l'agence Go Africa Online, les maisons ont été renumérotées. Il y a 3000 rues qui ont été repassées au crible, donc c'est forcément une amélioration par rapport à l'existant, afin que les données soient à jour. Le souhait, naturellement, c'est que ces données vives soient remises à jour pour qu'il y ait peut-être une édition 2016, 2017, 2018 du guide, peut-être pas déjà 2015, mais il n'y a rien de pire, si je puis dire, qu'un guide ou qu'un plan qui n'est plus à jour. Ce document est un véritable manuel d'information qui offre aux populations l'ensemble d'informations afin de leur permettre de se repérer plus aisément d'un lieu à un autre dans la commune de Lomé. En ayant un plan guide, nous pouvons nous repérer et nous pouvons indiquer où nous sommes. Il sert pour les rendez-vous, il sert à orienter les uns et les autres et il sert aux touristes qui, allègrement, peuvent s'orienter. En ayant ce plan, le taximan ou le conducteur de Zémidian peut s'orienter facilement. Ce plan guide est mis à la disposition de la population de façon gratuite. Il faut qu'il soit vulgarisé. Plus tard, pourquoi pas l'intégrer dans le GPS. Au total, 8000 exemplaires seront distribués pour faciliter son accessibilité. Ce plan s'inscrit dans le cadre du projet Environnement urbain Lomé, PEUL de l'AFD, lancé en 2008 pour améliorer les conditions de vie des populations. Et je vous le disais, ce 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie, célébrée par des pays, le partage le français, en partage le pays. Je vous propose de réécouter ici le témoignage de ces enseignants qui quelquefois ont du mal à s'en sortir avec le français pour transmettre certaines connaissances aux élèves. Bon, au préscolaire, je crois qu'il serait difficile de ne pas utiliser la langue maternelle. Même au cours préparatoire du cours primaire, ce serait difficile de ne pas utiliser la langue maternelle. Il y a la langue maternelle qu'on injecte de temps en temps, mais on n'en a pas tellement le droit et rien ne nous dit que nous avons le droit de le faire. Mais pour l'acquisition parfaite des connaissances par nos enfants, nous sommes obligés d'injecter de temps en temps la langue nationale. Par exemple le cheval. Par rapport à leur langue, ça débloque la situation. Nos enfants, c'est la langue maternelle qu'ils parlent souvent.
Et d'ailleurs, quand ils viennent de la maison fraîchement, c'est la langue maternelle qu'ils connaissent. C'est à l'école maintenant qu'on leur apprend la langue étrangère qui est le français. Donc des fois c'est un peu difficile, surtout au CP, c'est un peu difficile de leur expliquer les choses en français. Donc des fois il faut cumuler ça avec la langue maternelle. Donc moi je pense que si un jour on peut cumuler les deux, c'est-à-dire la langue maternelle et la langue française dans les écoles, moi je pense que ce serait bien. Avec le français nous avons quand même des difficultés. Mais avec l'ouverture de notre pays, de nos localités sur le monde, on a quand même besoin de s'exprimer en français. Ce serait plus bénéfique, je peux dire oui. Puisque si les difficultés se présentent et qu'on retourne à nos langues maternelles, on voit que les enfants s'en sortent mieux qu'avec le français exclusif. Si l'enseignant trouve que l'enfant ne comprend pas bien le mot, il peut, en passant, faire passer quelque chose dans la langue maternelle pour voir si l'enfant peut comprendre. Ouais. Faire un jumelage des deux. Pour le moment, ce n'est pas officiel, mais bon, étant donné que nous enseignons aussi l'évé et le kabyè, qui sont des langues officielles reconnues maintenant, on peut le faire. Mais dans les longues études, l'enfant ne trouverait pas des documents dans ces deux langues-là. Ce n'est que des langues locales. Vous voyez, c'est là le problème. Le français est la langue de travail depuis le colonisateur jusqu'à ce jour. Mais à côté de ça, nous avons nos langues maternelles que nous utilisons aussi. Mais utiliser la langue maternelle pour enseigner une matière n'est pas quand même conseillé. Mais il arrive que lors de nos explications, qu'on n'arrive pas à donner l'explication appropriée et on est obligé d'aller dans la langue maternelle qui peut être plus accessible aux élèves pour dispenser le cours. Mais nous ne devons pas faire de ça une priorité. C'est de temps en temps. C'est comme en anglais, on est professeur d'anglais. On peut arriver à un moment où quand on explique par des gestes, l'élève ne comprend pas, on est obligé d'aller en français pour lui dire que le sens de ce mot anglais que vous ne connaissez pas en français, c'est ceci. Sinon, l'élève ne pourra pas comprendre. Mais je dis qu'il ne faut pas faire de ça une priorité. C'est de temps en temps, c'est des exceptions. Notre langue d'étude, c'est le français d'abord, bon, français ou anglais. En éveil, il est difficile d'utiliser des termes pour expliquer les concepts mathématiques ou physiques. C'est très difficile. On peut saisir l'occasion tout juste pour présenter un objet qu'on connaît en français, que c'est ça qu'on appelle comme ça, mais user la langue pour enseigner, ça serait très difficile. Jubilé, c'est trop dire, mais on peut s'en servir, mais dire que jubilé les deux, ça va prêter trop de confusion parce que les appellations, vraiment, ça serait beaucoup plus difficile. Hein. La fonction exponentielle, on ne sait pas comment expliquer ça en éveil, ou en kabyè, ou en ceci, c'est difficile. Droite perpendiculaire, comment est-ce qu'on peut dire ça en éveil? On peut présenter ça sous forme d'explication par un schéma et dire à l'élève c'est ce qu'on fait, mais dire que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est difficile chez nous. Hein. Et parlant de la francophonie, vous suivrez tout à l'heure à partir de 20h30 un documentaire exclusif intitulé Abdou Diouf, un destin francophone. Ancien président du Sénégal, Abdou Diouf est le secrétaire général de la francophonie depuis 2003. Les contes, ces histoires originales, celles d'une idée qui germe dans l'esprit, ces histoires qui jadis nous étaient contées autour du feu le soir au clair de la lune. Les contes en Afrique, c'était bien au-delà de la simple récitation. Conter, c'est un art, mais est-ce un art qui se perd? C'est une question. On va l'analyser ensemble ce soir avec David Ganda. Il est artiste conteur, comédien slammer. Il est avec moi sur ce plateau. David, bonsoir et merci pour la déclaration tout à l'heure. Rebonsoir, voilà. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis vraiment honoré. Voilà. Alors, je rappelle que le thème de cette année, c'est monstres et dragons, mais d'entrée de jeu permet la familiarité. Nous sommes dans le style conte, permet que je te tutoie. Alors dis-moi, aujourd'hui, à l'ère de l'internet, de la télévision et tout ce qui va avec,
être conteur, un défenseur des contes comme toi, qu'est-ce que ça peut encore représenter? Ça représente énormément parce que le conte, c'est un art vivant. Bien sûr, la technologie évolue et on n'est pas contre, bien sûr. Ça doit pouvoir même porter au-delà le conte. Ça doit porter le conte parce que les contes ne doivent pas disparaître. Les contes créent des mondes. Les contes créent un partage. C'est des moments de partage entre des peuples, entre un public. Et c'est un moment de conte, c'est un moyen de voyage. Tu voyages à travers des paysages, tu découvres des images. Autant de conteurs, autant de styles, autant de mondes créés pour la même histoire. Alors on vous a compris, le conte ne doit pas mourir. Vous êtes prêt à défendre le conte à tous les prix. Mais je vais vous proposer de suivre certains que nous avons interviewés aujourd'hui. Ce sont la majorité des jeunes. Vous allez voir à travers eux que le conte a tendance à disparaître. Sinon, vous allez me démentir juste après. Ok, merci. J'avais banalement 9 ans. Au cœur de la lune, il y a nos aînés, nos parents qui nous rassemblaient devant le vestibule pour nous rendre compte. J'avais 9 ans et ce que je vous dis, peut-être c'est dans les années 89-90 comme ça. Donc après ça, je n'ai plus assisté à ce genre de contes. Je ne me rappelle pas trop, la dernière fois j'ai dû entendre un conte, mais ça doit remonter à la petite enfance. Et là où j'étais dans les classes au primaire, je pense. Ma dernière fois d'avoir écouté un conte, ça date de 5 ans ou 6 ans. Franchement, je ne me rappelle plus. J'ai entendu un conte, mais là, ça fait très longtemps. Quand j'étais au collège, bon. Sinon au lycée, je n'ai pas entendu un conte comme ça, même jusqu'à maintenant. Ça fait très très longtemps. À propos de quand est-ce que j'ai encore entendu des contes là, je ne me rappelle plus vraiment. Conte, je ne me rappelle plus précisément de la date, mais ça date un peu de 5 ans en allant voir. On dit bon, l'importance du conte dans notre vie d'aujourd'hui. Les paroles s'en vont et les écrits restent, dit-on. Et donc, moi, aujourd'hui, même si votre grand-père ou votre grand-mère vous rassemble quelque part pour vous dire des contes, je ne suis pas sûr que vous aurez les captés après 10 ans, 15 ans et les restituer intégralement. Mais si c'est écrit, je crois que même après 1000 ans, si votre petit-fils prend ce bout de papier là, il peut toutefois lire et expliquer aux gens intégralement. Et comme ça, ça se doit. Alors David, je vous voyais sourire tout à l'heure. Est-ce que c'est une réalité dont vous avez, dont tu as, on s'est entendu de se tutoyer, dont tu as connaissance? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui qui peint le tableau de la perte de cette culture de conte dans nos milieux? Est-ce que réellement l'écrit est venu tuer le conte? C'est vrai que les contes sont en perte de vitesse, mais je ne dirais pas que c'est l'écrit qui tue le conte, non, parce que les deux vont de pair. D'abord, le conte, c'est un genre littéraire, et donc il dit littéraire, littérature et tout, on peut l'écrire. Donc, comme il le disait, les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est pour sauvegarder, n'est-ce pas, les contes. Mais tout conte fait, l'oralité doit demeurer parce que l'écrit reste figé, l'écrit n'a pas d'image. L'écrit renferme des images, mais l'écrit ne propage pas les images. C'est en comptant, c'est quand ça devient oral. Le conte oral, c'est en ça qu'il y a plus de richesse. Quelqu'un qui prend un conte dans un livre et qui le dit, ça devient plus vivant. C'est pourquoi c'est de l'art justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à ton avis, les jeunes que nous sommes ne nous intéressons plus au conte? La première des réponses, c'est que les gens considèrent ça comme un truc enfantin. Voilà, le conte, c'est considéré comme pour les enfants seulement. Ouais, il faut compter pour les enfants, mais c'est une grave erreur parce que le conte, c'est comme un miroir au fait. Que tu sois vieux, jeune, on est tous concernés. Ça parle de notre quotidien, ça parle de nos vécus, ça renferme énormément de moralité. Donc c'est une erreur. Et je dirais que la ville
la ville a tendance à ne pas, comment le dire, tout le monde est occupé, à vaquer à ses occupations. Donne plus de place à... Voilà. Alors justement, tout à l'heure, vous avez sorti un mot, moralité, et ces jeunes qu'on venait d'écouter sont d'accord, tous unanimes sur un point. Ils reconnaissent que le conte, à un certain moment de l'histoire africaine, avait une portée éducative. Je te propose de les écouter. On revient sur ce plateau. Merci. Parlant de rôle, les contes ont joué un rôle très important dans l'éducation des enfants. Parce qu'arrivé un moment, on a remarqué que les contes créaient des liens entre les parents et les enfants et aussi un peu dans la culture des enfants. Effectivement, les contes corrigent certaines mœurs de la société. Ça permet à l'individu de s'épanouir aussi, de voir aussi à travers ces contes, pouvoir corriger certains problèmes de la vie aussi et aussi voir comment il peut vivre en société avec les gens aussi qui les entourent. Les contes nous ont toujours amené à une conclusion souvent positive et généralement nous donner des leçons assez importantes, surtout pour la petite enfance. L'éducation des peuples, oui, je dirais. Mais ce n'est pas efficace. Dans notre monde d'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, je crois que rassembler les gens pour leur dire des contes, c'est juste un moyen de distraction pour faire rire les gens. David, le conte juste moyen de distraction, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Non, pas du tout. C'est ce qu'il pense. Ouais, et de toute façon, chacun, c'est une question relative. Ouais. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais en réalité, ce n'est pas ça parce que au-delà de cette fonction ludique de distraction, il y a cette fonction morale, cette fonction éducative. Ouais, ça passe toujours. Un conte, ça se définit même comme ça. Dans un conte, il y a toujours des messages qui passent. Si c'est subtil et tu n'as pas saisi, tant pis pour toi. Mais sinon, nos grands-parents, par exemple, ils passaient toujours par des paraboles. Les paroles sont remplies de messages et de sages messages généralement. Quand quelqu'un fait un truc, au lieu de le frapper, on l'appelle, on lui donne un conte, on lui dit un conte par rapport à ce qu'il vient de faire, et on expose des faits, et à la fin, peut-être lui-même voit la conséquence de son acte, il se corrige. Ça ne peut pas tomber mieux à mon avis. Aujourd'hui, journée du bonheur, journée du conte. Je vais te laisser partir, dire un mot, peut-être que tu le feras en conte. Merci. D'abord, je rends hommage à tous les aînés. Je rends hommage à Sanvi Bello, à Loisio. Je rends hommage à San Kassi Kouyaté. Je rends hommage à tous ces grands porteurs de parole, à tous ceux-là qui nous ont disparu, tous ceux-là qui sont avec nous également. Et Al-Sidi, à Roger Atiko, je ne pourrais pas tous les citer. Justement. Je rends hommage à tous les aînés. Et je vais dire une petite histoire. C'est rien du tout, hein. C'est l'histoire de Rien et de Tout. Rien et Tout qui sont tellement amis que le quartier qu'ils habitent s'appelle Rien du Tout. Oh, Rien et Tout se promène partout où les gens aiment faire rien pour gagner tout. Oh, Rien du Tout ne peut détacher rien de tout. Cependant, on raconte que Rien n'aime rien faire tandis que Tout fait tout, mais Rien et Tous vivent tous dans Rien du Tout. Un jour, Rien vient voir Tout et lui dit: Tout, tu ne me dépasses en rien du tout. Nous avons tous 4. Sans même laisser Rien terminer, Tout coupe Rien. Quoi? Toi, Rien, un vaurien qui ne fait rien, alors que moi, Tout, j'ai beaucoup d'atouts, je fais tout. Décidé de se départager, Rien et Tout s'en vont chez le chef de Rien du Tout. Arrivé devant le chef de Rien du Tout, Rien prend la parole avant Tout. Après tout, Rien plus habile que Tout. Chef, je n'ai rien, hein. C'est Tout qui m'insulte partout, que je ne veux rien, que je ne fais rien, et alors que lui, Tout, il a beaucoup d'atouts, il fait tout. Tout ne peut pas se laisser faire, Tout coupe Rien tout de suite. Quoi, chef? C'est plutôt Rien qui a tout commencé. J'étais tranquille chez moi quand Rien est venu me voir que je ne le dépasse en rien du tout. Alors que moi, Tout, j'ai beaucoup d'atouts, je fais tout pendant que lui, Rien ne fait rien. Rien reprend la parole. En fait, chef, je n'étais pas venu dans un esprit de querelle devant Tout. Je voulais tout juste attirer l'attention de Tout sur le fait qu'on avait le même nombre de lettres. 4. Rien, ça fait 4 lettres. Tout, ça fait 4 lettres. On a la même capacité, la même taille. Le chef sourit un peu, leur dit: Vous n'avez rien à faire.
Alors où nous parlons de la journée internationale de la francophonie, de la journée mondiale du bonheur, de la journée mondiale du conte, et où vous partagez tous la même langue, vous prenez tout votre temps pour des querelles de rien du tout. Toi, rien, tu es tout pour quelqu'un. Toi, tout, tu n'es rien pour quelqu'un. On a besoin de rien de trop et de tout le monde pour faire un monde. Allez-y et méditez-en. David, on a besoin de toi pour continuer à savourer ces belles histoires. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous te serons vraiment reconnaissants. Merci et bonne carrière de comédien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. C'est un moment de bonheur partagé. Je vous retrouve plus tard. Bonne soirée à tous.